pas de poisson. Jette là qu'il a dit. Il a jeté son filet, il a sorti 153 poissons. Tu es sûr que c'est 153? Pile. Je vais vérifier. Oh, il faut vérifier ça. Non, mais il y a plein de nombres magiques dans la Bible. Alors attention, 153, il n'est pas quelconque. C'est la somme des 17 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17. Et 17, qu'est-ce que c'est? 2 plus 3 plus 5 plus 7. Donc, on tourne en rond. Là. Voilà. Parce que voilà, j'ai remarqué là. Donc, autrement dit, il y a quelque chose de très grave qui se passe. Bon. Il y a un mystère des gens. Bah oui, l'ancien, il connaissait les noms. Alors, ça, ce que j'ai fait remarquer à Tasso, parce que Tasso il connaissait ça. Mais je lui ai dit, mais le 12, c'est le nombre de disciples, d'apôtres. Donc, il a pêché 12 apôtres, et le principal apôtre a pêché 153 poissons. Ils n'ont pas fait le rapport avec 1836. Ça, c'est exclu. Donc, les physiciens qui sont conventionnels, c'est vrai, pour eux, ça n'a aucune signification. Attendez la suite. Parce qu'il y a une suite. Hein. Bon, ça, on l'a dit. Hein. Bon, ça, j'ai déjà répété. Alors, maintenant, il y a les nombres parfaits. Hein, que je dis, il y avait 6. Figurez-vous que les nombres parfaits sont associés au nombre de Mersenne. Le fameux nombre de Mersenne de puissance 2 qui donnait 3, vous avez dit un nombre premier, oui, mais 1 plus 2 plus 3 égale 6. Pareil pour celui-là, quand vous ajoutez tous les sommes, tous les nombres jusqu'à 7, vous avez le 28. Donc on a une régularité, une homogénéité dans les nombres qui est extraordinaire. Hein. On veut continuer. Ah, alors, bon, ça me rappelle ma jeunesse. Donc. Quand j'avais présenté déjà le rayon de Hubble, et puis après, ils m'ont mis un peu à l'écart, j'avais un peu de temps. Je me dis, tiens, je vais regarder ce qui se passe dans la série harmonique. 1 plus 1,5, j'ai ajouté. Ça fait 3,5. Mais j'ai ajouté 1 plus 1,5 plus 1 tiers pour voir. 11 sur 6. J'ajoute 5 au carré sur 24. 25 sur 24, ça c'est un rapport musical. Il apparaît en musique. Bon. Et après, je continue jusqu'à plus 1 sur 5. Ah oui, c'est 5 ici. Bon, 1 plus 4 plus 1 sur 5. 137 sur 60. Je me disais aussi. 137 sur... Mais je vais le corriger. Et le 137 apparaît à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est un hasard? Alors, il faut continuer. Si vous continuez, vous avez 7 au carré et 11 au carré qui apparaissent. Donc, on retrouve le 11 du début. Autrement dit, le 137 apparaît comme un monstre arithmétique que tout mathématicien aurait détecté, ils n'ont pas vu ça. Mersenne et compagnie n'ont pas vu ça. Personne n'a vu ça. Francis, il faut préciser que 137 était connu des Égyptiens et utilisé. Et 60 des Babyloniens qui l'utilisaient pour diviser le... Exact. Voilà. Les You 60, oui, exact. Donc, autrement dit, moi, quand j'ai trouvé ça, tout de suite, j'ai envoyé des messages dans Internet. Regardez dans les hiéroglyphes si le 137, il voyait. Mais il n'y est pas. Alors, pourquoi il n'y est pas? Alors qu'il est, le 137 est bien dans le monument. Hein. Les colonnes, vous pouvez les toucher. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tout ça, c'était les secrets des prêtres. Les prêtres entretenaient un savoir numérique, mais qui était caché du peuple. Donc ils n'écrivaient pas dans les... Pourquoi ça? Parce que les prêtres utilisaient la divination. Donc ils disaient au pharaon, voilà ce qui va se passer pour les récoltes, tout ça. Donc ils avaient un certain pouvoir, ils ne voulaient pas divulguer ce pouvoir. Donc tout ça, ce sont des savoirs qui ont été transmis simplement de voix orale, de prêtre à prêtre. Cherchez pas. Alors voilà. Alors le cosmos, je vous ai calculé tout à l'heure, le volume du cosmos sur l'atome, c'est 137 puissance 137. Hein. Ah oui, ça j'ai vérifié, il a raison. Et c'est valable aux erreurs d'expérience sur les... On parle de quelle unité là? Ben, c'est un nombre sans unité. Sans unité. Ah oui, C'est le volume de l'atome. Un volume sur un volume. Dans toutes les unités possibles, c'est le même nombre. Donc là, vous avez bien la preuve. Et ça j'ai vérifié, Ça, c'est c'est un valable nombre. à un 10 millième. Alors ça, c'est un nombre 137. C'est un nombre à... Il y a combien de chiffres là? C'est un nombre absolu. Il y a 600 chiffres. Il y a 600 chiffres. C'est un nombre énorme. Hein. Bon, je continue. Ah, alors voilà. Alors, figurez-vous que les physiciens des particules répondent non. Alors, ils répondent à rien du tout, ils n'ont rien compris. Ils ont une vingtaine de paramètres libres, mais bon, ils ne savent pas d'où ils sortent. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une mathématique derrière, un calcul. Mais
en particulier, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un électron lourd et un électron super lourd. Alors, il y a une particule qui apparaît, qu'on appelle le muon, qui se désintègre très vite, mais qui a toutes les propriétés de l'électron, la même charge, tout ça. Il réagit pareil. Et les équations sont les mêmes. Alors, ils ont découvert le muon assez tôt, mais le taux, l'électron super lourd, ils l'ont découvert par hasard beaucoup plus tard. Est-ce qu'il y a un positron super lourd? Non, positron, c'est la même masse que l'électron. C'est un anti-électron. Ça n'a rien à voir. Non, mais tu as un tableau avec des grosses particules dites élémentaires, où tu as la famille de l'électron, avec l'électron, muon, tau, la famille des quarks, la famille du neutrino, la famille des quarks. Il y en a 12 en tout, plus le 13e apôtre, qui est évidemment le boson de Higgs. Il y en a 13, les 12 étaient 13. Hein. Bon, on va voir, on va trouver le boson de Higgs, on va rencontrer le boson de Higgs. Ah ben je l'ai, là. Évidemment. Bon, bref, alors, donc là, il y a un gros mystère, mais il y a quelque chose que personne n'a signalé. Eddington avait fait une théorie fondamentale, il était très fort. Il a dit, s'il y a un électron lourd, il va y avoir un électron super lourd. Il avait prévu le taux, avec un bon ordre de grandeur de la masse. Ils ont oublié ça parce qu'ils ont considéré qu'Eddington avait fait de la numérologie. Toutes les théories d'Eddington ont été mises dans le panier. Francis, une correction. Tu as raison. Mais il y a un électron super lourd, parce qu'on peut continuer, dont j'ai calculé la masse. Non, Il n'a pas été découvert. Non, mais si. Non, mais toi, ramène pas tes J'ai travaux. calculé la masse. Oui, un jour, il sera T'as découvert. rien découvert. J'aurai le prix Nobel. Oui, t'as rien découvert. Là. Alors, le muon, alors quel est le rapport de masse? 206,7. C'est quoi ça? Alors, il se trouve que là, justement, si vous faites le produit des 4 nombres de base, c'est 210. Alors là, est-ce que c'est un hasard? Pas vraiment. Bon, là, c'est une première indication. Je continue. Et le rapport entre le taux et le muon, le super lourd et le moins lourd, c'est 16,8. On dirait que c'est voisin de 17. On dirait que c'est la somme. Donc du coup, moi je ne suis pas bête, hein. J'ai regardé le 17 x 210, 3570, et j'ai vu que ce 60 au carré, moins 30, et j'ai vérifié avec toute une équipe de grands matheux, là, on a fait un article dans Advanced in Pure Mathematics, vous le trouverez dans mon site Holophysics, il faut lire un peu d'anglais. Et là, je démontre avec mon équipe que 3570 a des propriétés arithmétiques extraordinaires. Il a des propriétés arithmétiques qui sont démontrées dans mon... On l'a publié. Mais c'est quoi ça correspond à quoi? Pas ça. C'est le maître égyptien. Attends, on va voir après. Mais il y en a une qui suit, ça me fait plaisir. Donc alors vous allez voir comment il rentre dans le maître égyptien. Mais déjà, il faut que vous compreniez que ce nombre-là, quand je l'ai proposé, j'ai regardé et j'ai vu qu'il avait des propriétés arithmétiques extraordinaires. Et donc, ça a été publié dans Advances in Pure Mathematics. Et c'est dans le... Vous faites Holophysics. Hein, alors, donc je continue. Alors, ça définit la seconde, déjà, bon, je vais vous expliquer pourquoi, mais ça définit aussi le mètre, pareil. Alors, comment ils ont fait pour définir le mètre? Alors là, j'ai dû me farcir un bouquin à la Bibliothèque nationale. C'est Tasso qui m'a transféré. Regarde ce bouquin-là. Il y en avait un qui s'appelait Charles Funk-Ellet, hein, vous l'avez noté, son nom. Il a fait un bouquin sur le mètre, dans la Bible, le mètre et la grande pyramide. Et qu'est-ce que je vois? Les Égyptiens ont défini le mètre à partir de ce nombre-là. Comment? Ils ont dit, le mètre c'est la hauteur à partir de laquelle, quand vous regardez l'horizon du Nil, il y a un Nil en Égypte, essayez de suivre. Et le Nil, quand vous regardez l'horizon, vous obtenez 3570 mètres. C'est comme ça qu'ils ont défini. À partir de quel endroit? Ça dépend des endroits. Bah, au Nil. À quelle heure? Ça dépend de l'endroit. T'as pas l'air d'être convaincu, lui, là. Non, mais ça dépend de l'endroit où on est. Oui, mais c'est... À quelle heure? Bon, de toute façon, ça veut dire que c'est lié au rayon de la Terre. C'est-à-dire le mètre est défini par rapport au rayon de la Terre, comme a fait la Convention. C'est clair, oui. Mais c'est plus précis.
que le mètre convention. Ah, tu veux dire l'horizon à partir duquel le Nil Bah, bien disparaît. sûr, bah, évidemment. Voilà. Quand vous avez tous vu qu'un vaisseau, quand il part au-delà de l'horizon, il disparaît. Donc ils ont regardé. Vous savez, le Nil, il coule là. Il n'y a pas de vague dans le Nil. Hein. Donc quand vous avez une feloute là, qui est avec feloute, quand il arrive au bout d'un, vous voyez le mât disparaît. Parce que le Nil coule en ligne droite, on l'a vérifié avec eux. Mais c'était empirique, tu ne savais pas que la Terre était ronde. Ça, c'était empirique. Mais tu savais très bien que la Terre était ronde. Les Égyptiens. Bon, regarde, voilà, tu Est-ce que tu as des preuves? Ah. Ben, la preuve, elle est là, hein, oh. Oui, ça c'est empirique. Non, Non, c'est pas Il empirique, y a une architecte. c'est public, ça a été écrit. C'est pas moi qui parle, c'est Charles Hellès, c'est pas un imbécile. Hein. Donc le maître Alors, égyptien est trop mettez-vous à ma puissant. place. Mettez-vous à ma place. J'arrive à la Bibliothèque nationale, j'ouvre le vieux bouquin, je trouve les mecs, ils ont défini le mec à partir de ce nombre-là. Est-ce que ça peut être du hasard ça? Qui était Charles Hellès en fait? Quelle était sa Ah bah, formation? c'était un égyptologue. Égypte, Un égyptologue. Mais est-ce que tu as la référence? Bah évidemment. Parce que je vais vérifier, moi je suis l'écrit. Hein. Bah évidemment, mais tout ce que je dis est vérifié. C'est ça la différence. Ah oui, c'est important ça. Tout ce que je dis est vérifiable. Pourquoi? Parce qu'il y a des soi-disant génies là, comme Ramanujan. C'était un hindou, il est arrivé, il a appris plein de formules très compliquées. Elles sont justes, mais elles sont moches. Moi, mes formules sont belles. Et vérifiables. Parce que pour vérifier les formules de Ramanujan, tu es obligé d'être un grand matheux très pointu. Il y a un autre. Bon, bref, autrement dit, ce que j'apporte comme information, comme découverte, c'est ce qui est bien, c'est que c'est vérifiable par tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que la beauté définit la vérité, c'est Voilà, voilà. C'est tellement beau que Ah c'est oui, vraiment... c'est C'est pas la harmonique. beauté. Non, c'est pas la beauté, c'est l'harmonie. ça. L'harmonie. L'harmonie, tu as raison. L'harmonie. Je dirais la lumière. Bon, bref, alors bon. Alors, conclusion, et puis après on va débattre. Donc, la science existe. La science existe. Et prend une forme humaine. Parce que ces nombres-là, le 2, 3, tout ça, vous êtes tout petit, vous avez commencé à compter sur vos doigts. Hein. Les grands nombres sont associés aux petits nombres intuitifs. Donc le cosmos, il est grand, l'univers est grand, mais quand même, 137 puissance 137 se ramène à des nombres 137, un nombre moyen. Alors, mais la science officielle a trahi la simplicité, pressentie par des peuples anciens. Donc il y a des peuples anciens qui connaissaient ce fameux, alors là, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu trouver ce nombre 3570, simplement peut-être par le produit 17 par 210. Voilà. Alors, donc, maintenant je vais vous présenter les conclusions de mon axe. J'ai établi donc un axe anthropique qui prouve que le rayon de la Terre rentre dans les connexions cosmologiques. Donc ça, je vais vous... Alors bon, je vais vous présenter la longueur d'onde thermique humaine. Vous savez que vous émettez une longueur d'onde à 50 microns, vous savez ça? Les infrarouges. Ouais. Vous savez que la nuit, quand vous vous baladez, il y a un gars qui tient une caméra thermique qui Oui. peut vous voir Oui. grâce à ce rayonnement 50 microns. Oui. De longueur d'onde 50 microns. Oui. Cette longueur d'onde est pile la racine carrée du rayon de l'univers et de la longueur de Planck. La longueur de Planck étant une unité de base. Ils n'ont pas vu ça. Donc, vous voyez bien que bon, c'est pas les humains, parce que tous les mammifères ont la même température. Et les mammifères sont bien placés. Alors maintenant, attention, quelque chose de très humain. Le neuron. Qu'est-ce que c'est que le neuron? Si vous mélangez trois constantes fondamentales, vous obtenez 51,25 Hz. C'est quoi ce temps-là? Pourquoi le courant est à 25 Hz, Bob? T'as bien fait de venir, toi, encore. Pourquoi il est à 25 Hz? Non, 50 Hz, 50 Hz. 50, 50. Non, mais qui est à 25 Ben, le courant, c'est que je suis. Ah, le courant électrique. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'on l'a choisi comme ça. Non, parce que le temps humain, c'est voisin de 50e de seconde. C'est le temps de réflexe. C'est pour ça que j'appelle le neuron. C'est lié aux neurones. Attention, là, on arrive dans la neuronique. Alors, j'ai regardé quelle est la note de musique que ça correspond. C'est le La bémol. Non, tu vas trop vite là. Qu'est-ce que tu étais en train de... Excuse-moi sur le neuron. Je t'explique. J'ai pris trois constantes universelles. J'ai enlevé le si. Les trois autres constantes universelles, je les ai mélangées. On obtient le temps. Et le temps, 19 millisecondes.
Et donc, quand on prend l'inverse pour avoir la fréquence, on trouve un peu plus de 50 Hz, 51,26. Si tu multiplies par 2, c'est en musique, maintenant on est dans la musique. À chaque fois que tu multiplies par 2, tu obtiens ce qu'on appelle un octave, c'est-à-dire pratiquement la même note. Mais si, quand tu prends un piano, tu joues le Do là ou le Do là, l'humain ressent la même impression. C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a la même impression? Ah ben ça c'est un mystère. C'est un problème. Là, c'est un gros problème. Bon, donc, tu multiplies par 8 ça, tu obtiens 418 Hz, ça veut dire que c'est la bémol. Donc ils se sont trompés, c'est-à-dire tous les musiciens se sont trompés de diapason, le diapason essentiel. J'ai invité l'autre imbécile de comment il s'appelle, celui qui travaille dans les musiques. Là. Ziegel. Qui ça? Steinheimer? Oui, non, l'autre. Joël. Steinheimer, je ne lui parle pas. Non, l'autre, géodésique, là. Il est venu une fois, il a fait Ah, géodésique. sur les plantes. Ouais, je l'ai invité, il n'est pas venu. Mais moi, maintenant, j'ai calculé. J'ai la longueur d'onde optimale du monde. Hein. Maintenant, donne-moi la fréquence, parce que moi je raisonne la fréquence. Ah ben, elle est là. Je vois mal. 51,27 multiplié. Non, mais je vais t'envoyer le papier, il multiplie par 8. On obtient 318 Hz. Donc, c'est pas le La. Le La actuel, c'est 440 Hz. Oui, mais là, ça a changé d'ailleurs. Hein. Non, là, on tombe à 443. J'ai fait le calcul, c'est 443 Hz. Donc la bonne, pour le La, c'est 43. Mais la vraie harmonie, c'est La bémol. Hein. Alors j'ai regardé dans les musiques. Effectivement, il y a des symphonies en La bémol qui sont très belles. Ouais. Oui, mais attends, Je connais. le La bémol n'est pas une harmonique. C'est une harmonique. Les harmoniques naturelles, c'est pas si tu tapes sur une corde vibrante, tu n'obtiens pas le La bémol. Si tu tapes dans le Cosmos, tu obtiens le La bémol. Bon, je vais vous montrer ça plus détaillé. Voilà. Donc la conclusion, c'est que les unités humaines, le mètre et la seconde, ont été définies par les humains au cours des âges. Parce que je vous signale que le mètre est lié à la seconde. Ah oui, Tu le savais? oui, bien sûr. Comment tu sais? Comment c'est lié? C'était une distance mesurée atomique. Non. Non, mais pas à l'origine. À l'origine. Actuellement. À l'origine. À l'origine, c'est pas lié à la une seconde. seconde c'est actuellement. d'angle. Non, c'était une seconde de temps qu'on parle. Mélange pas tout. On regardera. Non, mais c'est les horloges à balancier. Vous prenez 1 mètre à peu près, Oui. et la formule, Oui. c'est 2π racine de L sur G. Mais G, c'est voisin de pi au carré, donc le pi s'élimine. Là encore, il y a une corrélation extraordinaire. Donc, pour une longueur d'1 mètre, vous avez une période de 2 secondes. Donc la demi-période, c'est 1 seconde. Regardez un peu. Ils ont utilisé ça pour raccorder. Alors maintenant, je vais vous montrer le résultat final que je vais publier à Orsay. Là. Donc, attendez, je fasse une échappatoire. Il faut que je m'échappe de cet angle-là. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter l'axe anthropique qui va faire le tour de la planète, aller et retour. À la vitesse de la lumière. Voilà. Donc là, attends, je vais cadrer le. Attention, il faut que je cadre ça, parce que là, il est un peu gros. Voilà. Donc voilà l'axe. Vous vous rappelez que je vous ai présenté tout à l'heure l'axe, j'avais démarré l'axe cosmique. J'avais essayé d'établir des relations entre toutes les grandeurs. Il faut que je le sens, cet angle-là. On voit rien là, tu peux le lire. Voilà. Bon, voilà, je vous le cadre. Ça s'appelle l'axe anthropique. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet axe? Alors ici, vous avez les nombres entiers de la spectroscopie 2, 4, 6, 10, 14. 14, je vous rappelle, c'est la série F. Il y a 14 terres rares. C'est les lanthanides, hein, les actinides. Vous savez qu'on en parle beaucoup avec les Chinois. Et le 14, il vient de là. Non, ne mélange pas. Les lanthanides, c'est les terres rares. Les actinides, c'est la famille de l'uranium. Les lanthanides, c'est 14, les actinides, c'est 18. Ah oui, d'accord, c'est C'est les 18. terres. On va pas mélanger. Bon, alors après, je continue. Si vous avez après 14, vous ajoutez 4, ça fait 18, Voilà, c'est ça. 4. Ça, c'est les actinides. 22, 4, 26 et 4, 30. Bon, vous avez à ce moment-là, quelle est la différence avec la table périodique qui s'arrête à 14? C'est que 14, c'est la moitié de 28. 14 est la moitié d'un nombre parfait. Donc,
le tableau périodique, il est incomplet. Donc ça veut dire que ça, c'est la prolongation du tableau périodique. Bon, bref. Alors quand vous prenez 30, quand vous prenez 26, vous avez le rayon de l'univers divisé par 6. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le 6? Quand vous prenez le 30, vous avez la longueur d'onde de l'univers que vous avez définie dès le début, avec un facteur 153 au carré. Ça ne s'invente pas. Parce que, comme f de 30, c'est f de 26 au carré, donc ça veut dire qu'il y a 153 là, ça veut dire que le 1836 se décompose en 12 fois 153, dans le schéma. Donc on oublie la Bible. Et là, si la Bible n'existait pas, il faudrait l'écrire tout de suite. 153 paraît comme bizarre. Alors, donc, je vous explique un peu. Bon, là, il y a toutes les grandeurs. Sur le côté. Oui, mais c'est pour ça que l'Église m'a contacté. C'est pour ça qu'ils veulent que je fasse ça. C'est dans un couvent, là. Il faut que je me rappelle mes prières. Non, Francis, c'est moi qui t'ai initié à la Bible. Moi, tu n'y croyais pas. Hein. Alors, donc... Il était athée avant. Hein. C'est grâce à moi qu'il va y retourner. Hein. Oya, il faut me dire merci. Bon, bref, alors, donc, vous avez d'un côté, là, on va revenir toutes les grandeurs biologiques. Mais là, je vous rappelle le point essentiel de l'accord avec la physique, c'est que vous avez ici les bosons de jauge qui apparaissent là, là, là et là. C'est-à-dire l'univers, effectivement, est un boson de jauge. C'est le boson de jauge terminal. Boson de jauge. Donc, autrement dit, on a une harmonie terrible de ce côté-là. J'avais vu tout de suite. Je l'avais présenté au Collège de France. Mais ce que je n'avais pas vu, alors je suis tombé des nues, c'est qu'après, j'ai vu que, par exemple, je vous donne un exemple. En physique, alors là, c'est la masse de l'ovocyte. Quand vous étiez tout petit, vous pesiez quelques nanogrammes en tant qu'ovocyte. Évidemment, vous êtes le début. L'ovocyte. Qu'est-ce que c'est que cette dizaine de nanogrammes? Figurez-vous qu'en physique des particules, quand ils ont mélangé leurs constants H, bar, V et C, ils ont trouvé une longueur de Planck, 10-35 mètres, qui est petite. Ils ont trouvé un temps de Planck 10 puissance moins 43 secondes, qui est très petit. Mais ils ont trouvé une masse de Planck qui est de l'ordre de 10 nanogrammes. Ils n'ont pas fait le rapport avec l'ovocyte. Vous voyez le niveau? C'est-à-dire la physique s'est séparée de la biologie, ils n'ont pas vu. Vous voyez le travail. Ça, c'est normal du XXe siècle. Hein. Ça, c'est dès que ça a commencé avec Descartes. Il fallait passer par là. Bon, On n'a pas réussi avec les trucs des Grecs et des Chinois. Non, ça n'a mené à rien pendant des siècles. Il fallait passer par là. Il fallait... alors, tu sais, c'est un développement spiral, la science. On part d'un point, on nie ce point, on revient, mais à un niveau dessus, ainsi de suite. Non, mais quand même, moi je suis d'accord avec Francis, c'est que quand même, on devrait avoir des activités pluridisciplinaires. Absolument, absolument. Et pas simplement chacun dans son coin. La science est éclatée. Ouais, on a comme un saucisson, on a coupé en tranches, chacun sa Oui, et ils ont complexifié en même temps. Donc, tu sais Parce que là, la simplification ramène l'unification. Tu sais pourquoi les gens polyvalents, il faut quand même être généreux. Léonard de Vinci était polyvalent, mais tout le monde ne peut pas être polyvalent. Les gens qui travaillent au CNRS, ben, ils connaissent leurs petits trucs, hein, c'est tout. Tu ne vas pas leur demander de connaître la physique, la chimie, la biologie, la sociologie. Il n'y a que des gens comme moi qui connaissent tout. Tu vois, mais la coopération, c'est pas de connaître tout, c'est d'assurer une certaine interface. Comme Francis le fait excellemment avec les non, bateaux. mais on aurait dû prendre Francis au sérieux. Oui, comme il le fait avec les mathématiciens. Quand j'étais en Californie, le fameux Richard Feynman, prix Nobel, Ah oui, bien sûr. devait aller au Brésil. Oui. Et dire, ah oui, mais je ne parle pas espagnol. Il ne savait pas, prix Nobel, qu'au Brésil on parlait portugais. Je suis désolé. Ça, c'est un exemple typique. Non, mais Feynman a fait. Alors, je vous C'est pas explique. forcément une connaissance utile Feynman, à son il était discipline. considéré comme génial, mais il a fait une grosse connerie. La grosse bourre. Hein, bah oui, une fois, il a téléphoné à Wheeler. Wheeler, c'était son directeur. Il lui a dit, je sais pourquoi tous les électrons sont pareils. Parce que là, il y a un gros mystère. Il a dit quoi? Que tous les électrons sont pareils. Ah ouais, bien sûr. Parce que là, quand vous regardez même deux tables, il n'y a pas deux qui sont foutus pareils. Hein, il y a tout le petit dé. Bon. C'est exactement pareil. Non, les électrons sont indiscernables. C'est un principe de la mécanique. Attends. Ouais, oui, attends.
En fait, la semaine prochaine, il vient sur la mécanique quantique, là. Je vais lui raconter l'histoire. Hein. On va lui poser la colle. Denis. Ah, Denis Schoenbeck. Bon, bref. Bon, bref. Alors, donc, il a dit, oui, voilà pourquoi. Il a dit, il y a une seule particule, un seul électron qui remonte le temps. Exact. Oui. Et puis, des fois, ça fait un positron. Il n'y a qu'une particule qui fait. Voilà. Alors, j'ai vérifié, ça marche. J'ai appliqué ça, et j'obtiens le rayon de l'univers encore une autre nouvelle fois. C'est pas le même qui a dit ça qui a fait. Il y avait une particule qui est dans le temps. Oui, mais attends, enfin, non, mais Weiler lui a répondu, si c'était vrai, il devrait y avoir autant d'antimatière que de matière. Et il a abandonné vos tendouilles. Ça veut dire que la matière, c'est une vibration matière anti de matière. C'était clair. Bah, c'est de Broglie. C'était évident. C'était évident dès le départ. Bah oui. Autrement dit, l'antimatière, elle est là. Moi, j'ai vu ça tout de C'était suite. pas évident. Si tu sais bien que c'est de Broglie qui a trouvé ça. Mais Non, on a c'est moi qui a trouvé. Non, c'est pas toi, c'est de Si Broglie. De Broglie l'avait trouvé, ça se saurait. En 1934, Non, ça se saurait. t'étais banni en Ça 1934. se saurait. Il a pas trouvé ça, ça se saurait. Tu mens une fois de plus. Mais ça se sait. C'est moi qui a trouvé. Je On suis ne le l'a pas seul. pris au sérieux. Tu sais bien que De Broglie, c'était des petits bourgeois qui l'ont pas pris au sérieux. Parce qu'on dit à Non, Aristo, il De a... Broglie. Comment on ne De prend pas Broglie, toujours au sérieux alors qu'on non, De mériterait Broglie, c'était un bricoleur. Hein. Voilà. C'était un bricoleur. Il a essayé, je vous explique l'erreur de Broglie, une erreur terrible qu'il a fait. Vous savez, la lumière se propage par onde et se réceptionne par paquet d'énergie. Et la matière, pareil. Ça, c'est pas une chose qu'il a dit. Donc, autrement dit là, vous vous déplacez en onde. Et comment vous faites pour vous déplacer en onde? Ça veut dire que vous êtes obligé de vous désintégrer et réintégrer plus loin. Donc, vous êtes désintégré en permanence et réintégré plus loin. Par Fourier. Et alors, cette andouille de Broglie, excuse-moi, ceux qui sont admirateurs de lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien compris à ça. Et il a dit, il a cherché une double solution. Alors, il a cherché une onde accompagnée d'un faux. Vous voyez le niveau. De Broglie, c'est un très grand scientifique. Un nul. Bon. Et on ne l'a pas pris au sérieux parce que c'était une bande de cons. Ah, alors, une autre chose. C'est la même chose qu'arrive Bon, à le rayon de la Francis. Terre, vous avez vu que le rayon de la Terre il est très spécial. Oui, mais attends, tu permets que je les termine. Bon, alors, il n'y a pas pour Que je les longtemps. achève. Je vais vous acheter. Alors, attends, tenez, accrochez-vous à votre table, vous n'avez rien dit. Parce que le rayon de l'univers étant bien lié, parce qu'en plus il est relié, le rayon de l'univers est directement relié au rayon de Hubble, je vous signale. Et le rayon de la Terre est directement lié à la seconde. Parce que si vous prenez une seconde lumière, ça va vite, donc ça fait 47 fois le rayon de la Terre. Et 47, c'est pas un nombre quelconque, note-le. Si, CT0, non, CT1, CT1 égale 47 R, en terre, indice Mais T. le rayon de la Terre n'est pas constant. Bon, toi, tu arrêtes. Non, je vois pas ce que c'est. Quel rapport 47? 47, alors, tous ceux qui ont fait un peu de nombres, sachent la propriété essentielle du 47, c'est le nombre d'or et la puissance 8. Ouais, on peut toujours s'amuser à ça. Non, parce que Pourquoi la j'ai puissance d'autres 8? Pourquoi pas la puissance 7? j'ai d'autres formules, parce que j'ai d'autres formules où apparaît un phi 0 dont la puissance 8 est pile 48. C'est-à-dire 47 et 48 moins 1. Donc rappelez-vous la monade. Hein. Autrement dit, phi puissance 8, c'est 48 moins l'unité. Et ça rentre dans les formules importantes. Bon bref. Alors, je reviens maintenant à la masse de la Terre. Est-ce que la masse de la Terre joue un rôle? C'est combien la masse de la Terre? C'est 10 puissance 24 kilos. Note-le. Moi j'aime bien Sylvie parce qu'elle est Oui, c'est vrai. Bon, alors, oui, mais Le chef n'est pas d'accord, là, il a envoyé. la résultante de ça, Ça change pas qu'il y a les météorites qui sont sans arrêt. la résultante de là, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur terrestre, qui est 9,81. Oui. Hein, là, ça varie avec la latitude. Ah, attention, Mètres par seconde carré. à 45 degrés de latitude. Ouais. Oui, mais attention. Oui, mais donc c'est la valeur moyenne. Il faut prendre celle-là. Et mais attention, quand vous partez dans un vol spatial, vous demandez d'avoir une accélération voisine de G pour ne pas être embêté. Et donc, j'ai fait le calcul, au bout d'un an, vous atteignez la vitesse lumière. Autrement dit, la valeur de petit g, c'est encore une grandeur entropie. Ça ouvre la porte au voyage interstellaire. C'est-à-dire qu'on pourra, si on trouve des moteurs assez puissants. Donc, au bout d'un an, vous endormez un peu, mais au bout d'un an, vous arrivez à des vitesses. Et quand vous arrivez là, l'effet relativiste intervient et les distances se raccourcissent.
Et à ce moment-là, vous pouvez adjoindre des systèmes solaires qui sont à 3000 années-lumière, voire sortir de la galaxie. Non, mais Francis a tout à fait raison. Ah. Mais ça a été prévu et calculé par Jean Charron dans les années 60. Mais il faut le savoir, ça, quand même. Bon, bref, Tu alors- n'as pas inventé le... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'avenir de l'humanité peut être décrit comme suit. C'est-à-dire, on va envoyer les gens indésirables, et là il y en a beaucoup. On ne va pas les envoyer dans les prisons parce que ça demande trop de boulot. Pas les envoyer à Cayenne parce que les Cayennais, ils vont râler. Dans les trous noirs, dans les trous noirs. Faut les mettre dans les fusées. Parce Ils vont dans que, les trous noirs. non, mais je vous explique. Parce que ce sont des voyages sans retour. Exactement. Non, mais attends, là, Et ça coûte moins cher. Non, non, mais Ça là, coûte beaucoup moins cher. là, il fait le deuxième... Là, il fait le Madame d'Air France va vous dire que One Way, c'est la moitié de... Non, mais attends, là, il fait du zébourisme. Hein. Non, non, c'est important. Non, c'est important. Non, c'est important parce que Fermi avait énoncé le paradoxe suivant. Il avait dit, s'il y a d'autres civilisations, où sont-ils? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres civilisations. Sinon, ils auraient déjà envahi. Ben oui, parce que c'est le système des développement des colonies. Ah ben non, parce que les civilisations, elles ont des existences très 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 brèves, alors là, dans l'histoire de l'univers. Oui, mais ça fait rien. Non, non. Il y a beaucoup de planètes. Attends, écoutez bien. Il y a beaucoup de planètes, mais il n'y a pas de vie sur ces planètes. C'est ça la conclusion que j'arrive. Il n'y a pas de quoi, Il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, on est... Alors moi, j'ai complètement changé mon point de vue. Je crois comme Jacques Monod qu'on est seul dans l'univers. Non, mais maintenant, je le démontre. Il y a trop de relations. La Terre est trop spéciale. Mais Il y a la seconde qui a... Non, la différence entre la Terre et les autres planètes, c'est que pour faire des molécules simples, il ne faut pas grand-chose. Donc il y a énormément de planètes avec des molécules simples. Pour faire des molécules complexes ADN comme la Terre, il faut 5 milliards, 3 milliards d'années et une température qui ne bouge pas beaucoup. Et de l'eau. Il faut une orbite stable aussi. Et de l'eau. Une orbite stable, Non, non. voilà. L'apparition de la vie n'est pas explicable. Donc ça, je suis désolé. Et les molécules Non, non, simples, on l'a dit, on partout mélange des dans molécules. l'univers. Ça marche pas. Partout. Non, non. La vie vient d'ailleurs. Bon, c'est pour ça que les gens de m'ont contacté, là, c'est des catholiques. Ils m'ont dit, bah voilà, vous avez démontré que l'humain est au centre Mais de évidemment, ils ont intérêt, ça veut dire que Ils ont intérêt. Bah oui. Jésus-Christ n'est venu que sur Terre. Sinon, tu sais que les Mormons, ils se demandent s'il n'est pas allé en Amérique aussi. Bon, On va aller t'acheter une soutane pour aller. tu te rends compte, Moi, je pensais que non, parce que moi, quand j'avais vu, parce que j'avais trouvé la masse du bicodon au centre. Hein. Enfin, pour 16, vous avez la masse du bicodon. Le bicodon, vous savez, ça c'est génial. vous avez, il y a 3 paires de nucléotides hein, dans la codon. AT et GC. Mais les gens n'ont même pas vu que la somme A plus C est égale à la somme de G plus C. Première chose que j'ai vue en 3 secondes. Donc la masse du bicodon est bien définie. Et c'est 1837 fois la masse de l'hydrogène, qui elle-même est 1837 fois la masse de l'électron. On a une symétrie magnifique. Et ceci n'est valable que pour toutes les formes de vie. Mais j'ai dit quand même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, la vie doit être universelle dans l'univers. Et j'ai changé mon point de vue quand j'ai développé toutes les... J'ai vu le neuron en particulier, qui définit la musique cosmique. Ce que tu ignores, Francis, c'est que ces relations que tu as trouvées sur la Terre, il y en a qui sont certainement justes, il y en a qui sont un peu exagérées, mais il y en a qui sont certainement justes, peu importe. Ces relations peuvent aussi exister sur les milliards, sur quelques-unes des milliards de planètes qu'il y a dans l'univers. Voilà. Il y a 100 milliards de soleils rien que dans notre galaxie. Il y a 100 000 milliards de galaxies. On dit dans 200, l'univers. Oui, mais là j'ai des corrélations. Avant on disait 100, Non, maintenant mais on j'ai dit des 200. corrélations qui descendent à 10 moins 11. Il n'y a qu'une seule Terre. Là, tu retournes à l'anthropocentrisme. Non, j'ai des corrélations à 10 moins 11. Ouais, ben, On est mieux que le milliardième. Donc là, ça devient... il non, n'est pas possible qu'on soit La seul. vie en Ça, plus c'est elle est la- fugitive. Ça, c'est la vision désespérée de Jacques Monod qui dit dans Le hasard et l'analyse, on est seul dans l'univers, notre destin est écrit nulle part. Non, mais de là à croiser une autre C'était effrayant. intelligence, ça, Pascal disait le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Moi, je préfère savoir qu'il y a des cousins quelque part le jour où je mourrai. Bon, sinon, ça veut dire que l'univers va disparaître avec moi. Enfin, c'est effrayant. La Terre va disparaître dans quelques temps. Tu vois, même le chien, ça lui fait peur quand je dis ça. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit. Là. Bon,
Vous n'êtes pas convaincu, mais moi je me suis Ah, convaincu. mais tu as raison sur beaucoup de points, mais bon, on n'est Non, pas mais moi, obligé d'être d'accord. mettez-vous à ma place, quand j'ai vu le nombre 3570 s'afficher sur le bouquin de Hellé. Tu as raison, tu as raison.